Merci beaucoup en tout cas de me donner l'occasion de présenter les résultats partiels de cette enquête qu'on fait. Merci donc à Anne-Caroline et à Sébastien pour l'espace. Donc je m'appelle Julien Rosenberg, je suis interne de santé publique, actuellement en stage à Santé publique France, et je viens vous présenter certains des résultats de l'enquête Coviprev. Donc en premier temps, Coviprev, l'objectif de l'enquête est de suivre l'adoption des mesures de protection de la santé mentale de la population pendant l'épidémie et de recueillir les informations nécessaires à l'orientation et à l'ajustement des mesures de prévention. Donc c'est une enquête qui est un peu plus large que le spectre de l'adhésion à la vaccination. À la base, c'est une enquête qui a commencé le 23 mars en 2020, qui est structurée par vague, c'est-à-dire que toutes les certaines quantités de temps à décider par nos soins, on pose des questions à un échantillon indépendant de 2000 personnes de 18 ans et plus résidant en France métropolitaine, recrutées par Access Panel. Après, ces données, ces résultats qu'on récupère sur ces 2000 individus, on les redresse sur un échantillonnage avec la technique de l'échantillonnage par quota sur le recensement général de la population en 2016 en fonction du sexe, âge, catégorie socio-professionnelle, région et catégorie d'agglomération en ce qui concerne la quantité d'habitants. La question donc la question du questionnaire de l'enquête à laquelle je vais vous présenter pour laquelle je vais vous présenter les résultats, c'est si un vaccin était disponible maintenant contre le coronavirus, vous feriez-vous vacciner? Donc c'est une réponse en 4 catégories. À savoir qu'on a commencé à poser cette question à un moment où les vaccins étaient encore dans le spectre de la possibilité et pas du réel comme il est actuellement. Donc on a posé cette question 4 fois. La première en juillet, donc l'été, bien après le passage de la première vague. La deuxième fois en novembre, donc un peu avant ou pendant en fait la mise en place des mesures de la deuxième vague. Une troisième fois en décembre, juste avant les fêtes, et une dernière fois il y a 2 semaines. Et c'est surtout ces derniers résultats que je vais vous présenter. Euh, donc, ce que je vais vous présenter également est l'intention de vaccinale. En fait, c'est l'adhésion à l'intention de se faire vacciner en fonction du temps, dans la population générale dans un premier temps, puis par classe d'âge et de sexe. À savoir que l'objectif de cette enquête est aussi de l'étude qu'on fait était un peu plus large. L'objectif est de publier un petit papier avec une analyse multivariée de ce même type de questions. Donc, au niveau de l'adhésion vaccinale, en fonction du temps, en fait, on se rend compte qu'on a des résultats qui sont assez cohérents avec l'enquête réalisée par l'IFOP, ce qui est, ce qui est très bien, on va dire. Donc, on voit que donc, en rouge foncé, vous voyez les gens qui n'ont certainement pas envie de se faire vacciner ou qui n'ont pas l'intention d'adhérer à la vaccination. Et en vert foncé, ceux qui sont certains de vouloir se faire vacciner. Donc on peut voir que en janvier, donc bien après les fêtes, pour des données les plus actualisées, on revient à une adhésion vaccinale avant novembre. Pour info et pour remettre dans le contexte, les premiers papiers un peu stricts dans le sens du terme scientifique par rapport à la vaccination sont sortis en début décembre. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu l'emballement médiatique par rapport à ça. On voit actuellement que l'adhésion à la vaccination, donc mesurée il y a 2 semaines, est aux alentours de 54%, à l'image de ce qu'avait retrouvé l'IFOP. On voit également que au niveau de l'adhésion vaccinale chez les 65 ans et plus, qui aujourd'hui est la cible vaccinale qu'on fixe selon les recommandations de la HAS, on voit que l'adhésion augmente par rapport à novembre, ce qui est rassurant, et également elle augmente par rapport à décembre. On voit d'ailleurs que plus de 73% des 72 pardon, des plus de 65 ans souhaiteraient se faire vacciner à court terme, donc ce qui est très rassurant. Après, on a fait l'exercice de comparer entre les femmes et les hommes. Les femmes sont historiquement un peu moins adhérentes aux mesures de vaccination par opposition au reste des mesures de prévention de la santé pour lesquelles en général on a des résultats un peu meilleurs que les hommes. On voit dans tous les cas, on voit qu'il y a une nette amélioration de cette catégorie dans la société par rapport à novembre, ce qui n'est pas forcément le cas chez les hommes.
ou moins marquée en tout cas. On voit que les hommes, il n'y a pas vraiment d'amélioration par rapport à novembre. On peut voir même des tout petits moins bons résultats, alors que pour les femmes, il y a vraiment une bonne amélioration. Les limites de cette étude, donc de cette analyse, c'est d'abord qu'il manque l'ensemble des facteurs de risque associés à l'adhésion de vaccination. Par exemple, une question qui revient assez souvent, c'est la confiance en le gouvernement. Donc, c'est des choses qui vont apparaître dans l'analyse multivariée, mais afin de simplifier un peu le contexte aujourd'hui, je vous parle. L'étude de l'intention de la vaccination, c'est-à-dire que c'est une différence connue entre ce qu'une personne va annoncer qu'elle va faire et ce qu'elle va effectivement faire. C'est connu pour tout ce pour les adhésions aux mesures de prévention, mais également pour tout ce qui est les enquêtes pour les votes et des choses de ce style. Le troisième point, c'est le manque de représentativité de l'enquête par rapport à la population française, qui est une limite en fait tout simplement du type d'enquête qu'on va réaliser. Le redressement par quota est une bonne technique, mais qui a ses limites. Et finalement, le contexte médiatique, par là, je voulais parler tout simplement d'un emballement médiatique qui se fait dans un sens puis dans l'autre. Dans un premier temps, en décembre, dans dans les courants médias un peu mainstream, on voyait une, une peur par rapport à la vaccination qui s'est un peu transformée avec le courant des semaines en presque une réclamation du manque de doses qu'on voit actuellement. Donc, afin de pouvoir en discuter un peu plus, donc on voit une baisse au cours du temps jusqu'en décembre. On voit la remontée en janvier, ce qui est rassurant, qui se, qui se voit également dans les enquêtes répétées par l'IFOP. Donc voilà. Pardon, excusez-moi, il y a quelqu'un qui voulait rentrer dans le ce qui est rassurant également, c'est que les plus de 65 ans qui sont la cible aujourd'hui de la vaccination, on garde une adhésion très élevée à plus de 70%, ce qui est compatible avec les objectifs qu'on se pose aujourd'hui. Et il faut voir également l'effet que va avoir la disponibilité réelle pour toutes les classes d'âge, parce qu'aujourd'hui, quand on a moins de 65 ans, c'est relativement difficile de se faire vacciner. Va avoir sur ces classes d'âge, une fois, en fait, c'est par mimétisme dans les groupes sociaux, quand on voit que les gens autour de nous de mêmes caractéristiques que nous vont se faire vacciner, très souvent l'adhésion va augmenter d'elle-même, sans avoir besoin vraiment de faire de campagne de publicité. Et également, on peut analyser l'effet des mesures du confinement sur l'adhésion, c'est-à-dire ce potentiel troisième confinement qu'on a un peu comme une épée de Damoclès qui tourne autour de nous, de savoir si ça aura un effet dans le futur pour éviter la mise en place de plus de mesures. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Julien Rosenberg, pour ta présentation. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, juste revenir sur un point que personnellement, je n'ai pas saisi dans les limites de l'étude, quand tu pointais le manque des facteurs de risque associés à l'adhésion vaccinale. Je n'ai pas compris à quoi exactement ça faisait référence. Je voulais parler, normalement j'ai pas coupé mon micro, je voulais juste parler par là du fait que ce n'est pas une analyse multivariée, c'est tout simplement une analyse descriptive des pourcentages vus dans l'enquête. Et c'est une façon aussi de vous inviter à lire quand elle sera publiée l'étude un peu plus poussée. C'est-à-dire que certains facteurs de risque, et on ne peut pas comparer à toute autre chose par égal par ailleurs les données que je vous donne. C'est-à-dire c'est plus une tendance. Les tendances sont très analysables, mais les valeurs absolues le sont un peu moins. Merci, merci beaucoup. Alors, je pense que Laurent Ravez et Cyril Drouot sont avec nous. N'hésitez pas à brancher vos caméras et micros pour qu'on puisse essayer de discuter tous ensemble. On va voir si ça passe au niveau de la connexion. Merci à tous les deux également d'être là avec nous. Alors peut-être une première question que peut-être au professeur Ravez.
dans ce contexte de défiance généralisée, selon vous, comment est-ce que, pour susciter un maximum d'adhésion, comment est-ce que la santé publique devrait communiquer sur la vaccination? Est-ce que, finalement, quelle devrait être l'attitude des institutions qui sont responsables de ces campagnes de communication santé publique? Est-ce que ce serait plutôt de donner à voir toute la complexité sur ces questions avec un maximum de transparence, ou au contraire plutôt disons, de simplifier le message? Oui, bonjour, merci pour l'invitation. Ce qui s'est passé avec cette pandémie, je pense que c'est un procès qui a été fait à l'autonomie individuelle. Depuis des années, on nous explique qu'en tant que patient, nous sommes des êtres autonomes. Et puis tout d'un coup, on nous dit vous devez abandonner votre autonomie et la mettre au service du bien commun. Et donc, je pense qu'il y a un vrai désarroi dans la population par rapport à ce genre de message qu'on n'a pas compris. Et la bioéthique a vraiment une responsabilité là énorme. C'est-à-dire que depuis 50 ans, on nous dit que ce qui compte, c'est l'autonomie. Et maintenant, on nous dit depuis quelques mois seulement que la responsabilité sociale qui compte. Et donc ça c'est vraiment une révolution. Je pense que les gens ont besoin de temps pour ça. Donc, au niveau de la communication, pour répondre à votre question, on a tellement moralisé ces derniers mois. L'éthique, c'est devenu de la moralisation. Je pense que les citoyens, maintenant, ils ont besoin de se sentir responsabilisés. Et pour cela, il faut prendre le citoyen comme un adulte et donc présenter les situations dans leur complexité, et aussi veiller à rattraper un retard terrible en matière de littératie du côté de la santé, littératie en matière de sciences. On a vu le gouffre qui sépare les scientifiques des citoyens. Et là, il y a vraiment du travail parce que on a vu que pour certains citoyens, c'était une incompréhension par rapport à ce qu'on leur racontait simplement. Et puis, il y a un dernier point, je pense, ce qui a brouillé le message, le fait qu'on n'ait pas éduqué à utiliser correctement les experts, c'est-à-dire on a donné la parole à certains experts et finalement tout le monde est devenu expert. N'importe quel médecin qui prenait la parole devenait un expert en virologie ou en épidémiologie. Et donc ça, une littératie en matière d'expertise, savoir comment on utilise les experts, là, il y a du boulot. Et donc, pour la santé publique, je pense que de ce côté-là, moi, je dirais que responsabiliser, prendre les gens pour des adultes et ne pas tenter de simplifier les messages, ça ne marche pas, ça brouille et les gens se sentent dévalorisés. Merci beaucoup, professeur Ravez. Cyril Draud, est-ce que vous souhaitez rebondir sur ces premiers propos? Bonjour à tous et merci également de m'avoir invité. Donc, c'est toujours délicat d'aborder une question extrêmement complexe avec une entrée aussi large, mais pour rebondir sur ce que disait le professeur Ravez, je suis tout à fait d'accord, je partage le diagnostic et puis j'aimerais l'étayer peut-être sous deux aspects. Le premier, c'est qu'effectivement, il y a quelques années, on a fait une enquête sur la cible du vaccin anti-HPV. Vous avez dit que effectivement, j'ai fait ma thèse là-dessus. Et le profil des hésitants, pour ramener un déterminant, c'est effectivement celui d'être issu de bac filière économique et sociale, et celui des profils plutôt confiants, c'est celui d'être issu des filières de bac plutôt scientifiques. Donc là, c'est vrai que on va dans ce sens-là de plus la littératie est élevée et plus on a confiance en la science, la corrélation est assez simple. Après, pour ce qui est, et je suis encore tout à fait d'accord sur vous avez dit, professeur Ravez, l'utilisation de l'expert et comment est-ce que finalement, ce que disait Jean-Louis Trépeau, hein, comment dans la société de l'expertise, l'expert intervient, est médiatisé, s'exprime et comment est-ce qu'il est accaparé, remobilisé, redéployé sur les plateaux de TV, dans les revues de scientifiques, etc., en sachant que cet expert, il a toujours une double casquette qui est celle du chercheur, d'enseignant-chercheur et de l'expert, avec d'une part le devoir de neutralité, d'éthique scientifique et d'autre part
eh bien, cette course à l'échalote dans le dispositif médiatique où on nous pousse à devoir prendre parti, à devoir rassurer, à devoir répondre à des questions auxquelles la science, en fait, n'a pas forcément les réponses. Et alors, il y a des espèces de boîtes noires, une ouverture de boîte noire. Alors, j'en viens juste sur… Si je peux encore parler une minute? Oui, Oui. bien sûr, je vous en prie. Et donc, le dernier élément, et vous avez parlé donc des discours de santé publique, et pour répondre à la question, enfin répondre, non, mais apporter de l'eau au moulin à la question de comment est-ce qu'on pourrait communiquer, l'expert aujourd'hui, il a été mobilisé ces derniers mois par les politiques, et les politiques se sont mis à couvrir des experts pour justifier des prises de décision en santé publique qui ont participé de ce qu'on appelle aujourd'hui, un peu barbare, mais la sanitarisation du social. C'est-à-dire que tous les enjeux socio-économiques font l'objet d'une question de santé. Alors là, effectivement, les questions de bioéthique, vous savez que tous les enjeux de la vie ne gravitent pas autour de la santé. On peut, pour le dire simplement, consommer la vie par les deux bouts sans se soucier de savoir quand ça se termine. Mais donc, pour étudier les discours et savoir comment communiquer, il s'agit déjà de communiquer par vaccin, de communiquer par acteur et communiquer par dispositif. Et par acteur, là, la principale erreur des autorités, mais c'est une erreur induite par le dispositif médiatique, c'est que on mélange les finalités du discours médical et les finalités du discours politique. Et les deux finalités de discours créant un discours de santé publique. Et quand on parle de santé publique aujourd'hui, on prend à partie l'expert pour lui faire prendre des décisions politiques et on prend à partie le politique pour lui faire dire des choses qui relèvent de l'expertise médicale. Or, l'expertise médicale et l'expertise politique n'ont pas les mêmes enjeux. D'une part, le politique vise la conduite des changements d'attitude et ce sont des décisions strictes qui relèvent du politique pour savoir où est-ce qu'on mène les populations, alors que le médecin, entre guillemets, peut se contenter de donner un diagnostic, un avancé, un état de l'art de là où on en est d'une balance bénéfice-risque par rapport à une technologie. Et donc, peut-être que dans la littératie et dans la vulgarisation ou les efforts de communication, il y a aussi cette distinction à apporter entre qui doit dire quoi et quel discours relève de quel acteur. Voilà, en tout cas, c'est une première clé pour démêler la pelote dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Voilà, c'est juste pour rebondir là-dessus. Excusez-moi si j'étais un peu long. Je voulais juste rebondir pour donner une petite donnée de couleur par rapport au score de littératie. Pendant la vague 20, donc on a fait une analyse multivariée dans laquelle il y avait un score de littératie qui était inclus en tant que facteur explicatif et qui n'a pas montré de différence significative au niveau de l'adhésion vaccinale. Donc c'est un score de littératie qui se base sur des données sur des revues scientifiques. Et voilà, c'était juste pour dire que, mais je suis totalement d'accord sur le fait qu'il y a une espèce de cacophonie d'opinions dans tous les sens. Voilà, merci. Anne-Caroline, es-tu parmi nous? Je crois qu'il y a un petit problème de connexion côté Anne-Caroline. Oui, excusez-moi, j'ai essayé de me connecter avec mon téléphone du coup parce que je n'entendais plus rien. Est-ce que là vous m'entendez? Très bien. Ouais. Alors malheureusement, en fait, là, les 3 dernières minutes, je n'ai rien entendu du tout. Et là, je crois que le son fonctionne, mais par contre, avec cette connexion-là, j'arrive pas à mettre la caméra, donc je suis vraiment désolée. Anne-Caroline, je peux retranscrire les questions qui sont arrivées sur le chat. Ah bah parfait. Je te remercie. Alors, on a eu plusieurs questions sur le chat pendant vos interventions. Alors, je vais les reprendre. Alors, il y a Tania Louis qui nous dit que l'expertise scientifique et l'expertise de vulgarisation ne vont pas forcément ensemble. Les experts médiatiques les plus éloquents ne sont pas forcément les plus compétents. Et inversement. Sur l'aspect scientifique versus politique, il est intéressant de lire les rapports publics du Conseil scientifique, qui prend énormément de précautions pour rappeler qu'il donne des conseils scientifiques, mais n'a pas la main sur les décisions politiques. Donc ça, c'est une clarification. Et puis, une autre remarque, alors là, je pense plutôt pour Julien Rosenberg. Qu'est-ce qui explique le décrochage de décembre? Je vais juste d'abord faire une petite précision. Je ne suis que dans le descriptif pour l'instant. J'interprète peu ce que j'observe, surtout pour ce qui concerne décembre. Je peux que donner mon opinion au final, qui est
que les résultats d'une enquête faite dans la population générale relèvent un peu de l'impression qu'a la population générale sur une affaire. Et si on reprend un peu les médias mainstream à l'époque de mi-décembre, on avait énormément appuyé à ce moment-là sur la peur et sur l'inquiétude par rapport à la vaccination et surtout par rapport aux nouvelles technologies qui sont les techniques d'ARN. Aujourd'hui, un mois et après, on voit qu'il y a une formation de la société d'un point de vue général à ce que sont ces nouvelles technologies. Et je soupçonne qu'il y a un apprentissage, une connaissance qui commence à se créer au niveau de la société et donc une peur qui diminue. Merci. Et puis une réaction peut-être sur l'expertise scientifique versus expertise de vulgarisation et science versus décision politique. Oui. Alors, pour essayer de faire un distinguo, on va parler de communication scientifique, de vulgarisation, et puisque la vulgarisation est une sorte particulière, traduite de communication scientifique, dont le professeur Havez a d'ailleurs pointé certaines limites sur les tendances à la simplification. Dans ce débat sur la Covid-19 par rapport à ce vaccin, je ne suis pas sûr que la vulgarisation soit au centre, en tout cas, des manières de communiquer, parce que aujourd'hui, c'est un ressenti, parce qu'on est à chaud, et là, peut-être que Julian Rosenberg en saura davantage par rapport à son enquête. On est soit sur des discours qui sont médiatiques, profanes, où on va solliciter beaucoup de leviers sur les craintes, les incertitudes, la proximité face à un vaccin, un virus, à un danger, et soit on est dans des comptes rendus d'expertise, où effectivement on donne des recommandations. Mais là, dans ce débat-là, il y a assez peu de propos sur le fonctionnement d'un vaccin, le fonctionnement d'une immunité, le fonctionnement d'un type de vaccin particulier à ARN. Mais voilà, donc je suis sur ce débat-là, je ne pense pas que ce soit extrêmement prégnant. Voilà, mais on pourrait dire beaucoup d'autres choses. Il y a peut-être aussi une remise en question de la société française qu'il faut faire sur la séparation entre disons, les philosophes, pour les mettre tous dans une même catégorie, et puis les scientifiques. Les philosophes qu'on a entendus dans les médias ces derniers mois ne connaissaient absolument rien à ce dont ils parlaient. Rien. Et donc, c'était tout à fait spectaculaire de voir qu'il y avait un discours de moralisation qui était produit, complètement déconnecté de la réalité scientifique. Et puis, malheureusement, aussi du côté des scientifiques, il y avait aussi peut-être un manque de vision du côté d'une réflexion critique sur les sciences. Et donc, deux mondes complètement opposés s'affrontaient, ne s'écoutaient plus. Et donc, il y a vraiment il faut essayer de lancer des ponts entre ces deux univers, entre les acteurs critiques de la société, disons, et puis ceux qui font les sciences et ceux qui produisent aujourd'hui les technologies. Et là, il y a quelque chose vraiment qu'il faut travailler. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, professeur Havez. Cédric Villani, dans son dernier compte rendu de l'OPEX par rapport aux décisions qui doivent être prises sur le vaccin Covid-19, a précisé qu'il fallait prendre en considération les opinions critiques de ceux qu'on met un petit peu dans ce paquet des anti-vax et des complotistes, parce que c'est vrai qu'il y a une mise en perspective à faire sur le déterminisme technologique d'une certaine frange de scientifiques qui est confiante, très confiante, et une autre frange de la population qui n'est pas confiante du tout, voire défiante, voire extrêmement hésitante. La plupart des personnes sont hésitantes, et que si on reprend un peu les principes de base de la sociologie, c'est pas en n'écoutant pas les résistances et en ne reconnaissant pas les souffrances et les défiances qu'on va induire des attitudes plus positives par rapport à un discours. Donc, il est urgent de réintroduire du discours, du dialogue entre ceux qui sont d'accord et ceux qui ne sont pas d'accord. Alors voilà, la question reste entière de savoir comment faire véritablement, parce qu'aujourd'hui, on sait que dans cette illusion de la démocratie participative qui s'est mise en place il y a une dizaine d'années, quand on assiste à des concertations citoyennes, il y a des agences de communication qui ont
des protocoles extrêmement savants pour aller dans ce que Jürgen Habermas appelle une éthique de la discussion, c'est-à-dire avoir toute la reconnaissance de la discussion en tant que citoyen, mais ne pas avoir d'autre impact de la discussion qui est celle qui était déjà prédéterminée par l'organisateur de la discussion. Donc, il s'agit de réintroduire aussi une éthique véritablement moins instrumentale de la discussion dans les dialogues que l'on souhaite instaurer. Merci beaucoup pour tous ces échanges. Alors, il y avait une question moi, qui me semblait… oui, Juliane, tu voulais… Oui, je voulais juste rebondir sur la séparation entre les philosophes et les experts, qui me paraît extrêmement pertinente. Par contre, je trouve qu'il y a une erreur au niveau de la vision de ces experts, de considérer que parce qu'ils sont experts dans un grand domaine qui est la médecine, qu'ils sont experts dans tous les domaines de la médecine. Et très souvent, en fait, un expert dans un certain domaine de la médecine devient philosophe dans un autre expert dans un autre domaine de la médecine. Et pour moi, ça, c'est presque le travail des journalistes, d'inviter les gens qui sont experts dans leur domaine et de montrer pourquoi ils le sont, avant d'accepter sur une espèce d'autorité, sur un argument d'autorité sur le fait que la personne est médecin. Et c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile pour nous, en tant que médecins, de le voir et pouvoir faire la part des choses et savoir que un néphrologue, quand il va parler de chirurgie cardio-thoracique, il va en savoir pas forcément plus que n'importe quel autre médecin et beaucoup moins qu'un spécialiste dans le domaine. Et c'est sur ce petit détail en fait qui est pour moi fondamental dans la discussion et dans la vulgarisation au final. La vulgarisation doit être faite par les experts dans leur domaine et pas par des experts dans le parapluie qui est la grande médecine. Merci. Merci beaucoup, Juliane, pour cette analyse. J'aimerais bien qu'on aborde une autre question, si vous le voulez bien, parce que le temps tourne. Je voulais… alors, c'est un sujet qui était sorti dans un article du Monde en novembre dernier, qui s'intitulait « Comment faire pour que les Français acceptent le vaccin contre le Covid-19 ». Alors, juste pour vous resituer, dans l'article, il développait l'idée d'attribuer en fait un rendez-vous de vaccination par défaut aux individus, un rendez-vous qui serait par ailleurs parfaitement annulable par les personnes, mais dans l'idée de renverser la charge de la prise d'initiative finalement sans pour autant marquer la moindre obligation. Voilà, une manière d'inciter sans réellement contraindre. Voilà, et en fait, c'est des chercheurs américains qui ont envoyé une lettre à des employés d'une université pour les informer d'une campagne de vaccination, en l'occurrence là contre la grippe. Et ces employés en question, en fait, ils ont été divisés en deux groupes. Ceux du premier groupe ont reçu un message avec un rendez-vous pour se faire vacciner, avec une date et un horaire, sachant qu'ils pouvaient parfaitement annuler ce rendez-vous. Et puis ceux du second groupe ont reçu un message leur demandant de choisir une date de rendez-vous pour se faire vacciner. Et le résultat, c'est que 92% des personnes du premier groupe ont maintenu leur rendez-vous, alors que seulement 50% de ceux du second groupe ont fait la démarche de choisir une date de rendez-vous. Voilà, donc on voit bien à quel point ce genre de stratégie pourrait être utile pour tous ceux qui ne se feraient pas vacciner par manque de temps, par oubli. Donc c'est certainement le genre de stratégie qui favoriserait grandement le taux de réponse positive. Donc c'est effectivement une stratégie qui serait très efficace d'un point de vue de santé publique. Mais moi, la question que je me pose, c'est dans quelle mesure ce serait acceptable d'un point de vue éthique. Et est-ce qu'on peut considérer que ce genre de stratégie déresponsabilise les gens? C'est une question. Et dans quelle mesure est-ce qu'on ne flirte pas ici avec une forme de manipulation, même si c'est une manipulation douce? Peut-être Cyril Drouot ou Laurent Ravez. Pour ma part, c'est vrai que ça fait vraiment écho à ce que disait le professeur Ravel sur la dimension responsabilisation du citoyen. Et alors là, peut-être qu'on pourra en parler ensemble, professeur. Mais est-ce que c'est pas une manière de remettre au centre
les devoirs du citoyen qui peut-être aurait oublié qu'il n'a pas que des droits. Mais là, c'est une question, évidemment j'ai une avis, mais je serais peut-être curieux d'entendre, si c'est possible, votre avis avant d'engager un dialogue plus ouvert. Oui, alors ce genre d'initiative fait penser au nudging en anglais, c'est-à-dire, je pense qu'en français ça se traduit par une manipulation douce, c'est-à-dire amener les personnes pour leur bien, faut tout mettre entre guillemets, à avoir une démarche qu'ils n'auraient pas eue spontanément. Voilà. Un peu comme les fonctions par défaut sur votre téléphone portable. C'est un peu aussi de la manipulation. Donc vous pouvez toujours sortir du pipeline, mais vous êtes quand même mis sur des rails. Et donc, si vous ne réagissez pas, vous allez être conduit là où on veut vous conduire. Et donc, ça reste de la manipulation, mais a priori, c'est pour le bien des personnes. Mais alors, la question du bien des personnes en matière d'éthique de la santé publique, ça pose des gros problèmes. Parce que précisément, comment comprendre ce bien-là, puisque ici, on est rentré dans un monde où la santé est devenue la chose la plus importante socialement. Et donc, c'est un bien sanitaire qu'on nous propose. Mais ceux qui n'en veulent pas de ce bien sanitaire, qui ont d'autres priorités, vont être en difficulté par rapport à cela. Alors, j'enchaîne juste pour une petite remarque par rapport au chat. Je suis moi-même philosophe. Et donc, je pense qu'il y a un moyen d'établir des médiations, évidemment, entre les sciences et la philosophie ou la réflexion critique. Et donc, c'est pour ça que je milite. Hein. Mais donc, voilà, je pense que ça fait partie de nudging qu'on nous propose. C'est quelque chose auquel il faut pouvoir être éduqué et pouvoir y réagir et réfléchir à ce que ça veut dire. Je pense que là, le nudging n'est pas encore suffisamment connu dans nos pays francophones. Oui. Du coup, merci déjà d'avoir répondu à une question que j'avais reposée alors qu'on m'avait donné la parole. Donc, merci beaucoup. Et je suis encore tout à fait d'accord. Et dans les sciences de l'infocom, qui sont un peu moins philosophiques, hein, c'est un peu la notion de dispositif. C'est-à-dire quel dispositif, que ce soit un dispositif de santé ou médiatique, on met en place pour inciter les gens à suivre ce dispositif. Alors, c'est vrai qu'en termes d'éthique, on pourrait se demander quelles sont les portes de sortie aussi que on met à disposition des gens quand on les insère sciemment dans des dispositifs. Ce qui est intéressant aussi peut-être de se demander, c'est cette dimension consciente. La plupart des dispositifs que nous utilisons et que nous intégrons se fait sous la forme incorporée. C'est-à-dire que nous sommes incorporés à une multitude de dispositifs dont nous n'avons pas conscience. Et la particularité d'un dispositif comme celui dans lequel nous sommes en train de discuter, des nudges, c'est qu'ils sont visiblement perceptibles parce qu'ils sont une réponse particulière à un problème social, médiatique, sanitaire. Mais en fin de compte, on est en permanence manipulé dans des dispositifs. Et ça, c'est alors l'exemple, parce que souvent, quand on parle de manipulation, ce que j'aime bien dire à mes étudiants, c'est l'image de l'ostéopathe. L'ostéopathe, il vous manipule et c'est pas pour vous embêter. Et votre maman, elle vous éduque des fois un peu durement. Elle vous manipule aussi, mais c'est pas non plus pour vous embêter. Disons que voilà, on est confronté à une série de manipulations qui font que on crée du lien social entre nous et on fait société. Et là, ce que disait Pierre Bourdieu, c'est que plus ces manipulations sont incorporées, moins elles sont visibles. Plus elles sont acceptées, plus on est résilient. La particularité des autres dispositifs que l'on crée, donc tels les nudges, c'est qu'ils sont particulièrement visibles dans une phase médiatique sur un sujet critique, un sujet qui fait polémique, mais dans la dimension manipulatoire, instrumentale, ni plus ni moins. Donc ça aussi, c'est intéressant. Et après, on tombe directement dans le politique, dire est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon. Et là, la morale de la politique, mais ça dépasse de très loin les questionnements de santé et le développement des vaccins. Et voilà. Et donc là, on est encore à nouveau face à une espèce d'aporie insoluble de à qui revient la responsabilité et qui est l'éthicien conseil du responsable politique. Je voulais juste rebondir un peu aussi sur ce qui a été dit dans le chat par Anna, qui est en ce qui concerne le don d'organes, qui était un exemple parfait de ce type de nudge, c'est-à-dire plutôt de reverser la charge de la responsabilité bref.
Et la différence, en fait, pour moi, il y a l'enjeu du vaccin contre la Covid est un enjeu double. D'un côté, c'est un enjeu personnel, c'est-à-dire que le vaccin va avoir un effet à titre personnel sur la personne qui se fait vacciner, et dans ce cas-là, devrait être la seule, d'un sens éthique, à pouvoir décider sur ce qui va être fait pour sa propre santé. Et d'un autre côté, il y a un enjeu sociétal dans lequel la somme de tous les vaccinés va protéger la société dans un ensemble. Ça a été cristallisé en effet par le don d'organes, où il y a un enjeu uniquement sociétal, parce que la personne qui bénéficie du don d'organes ou de l'amélioration de la quantité d'organes disponibles et la société, et non pas la personne qui va donner, évidemment. Et à l'inverse, faire du nudge pour de la santé personnelle, on va dire, tout simplement pour l'obésité, on va dire, qui n'est pas un enjeu contagieux, il y a un degré d'éthique qui est différent, ou un degré de manipulation qui peut être consenti différent, car d'un côté, c'est de la manipulation, pas dans un mauvais sens du terme, mais juste de la vraie manipulation pour améliorer la santé de chaque individu dans une société, et il y a un enjeu aussi sociétal. Merci beaucoup pour vos réactions. Alors, j'ai une autre question. Si on raisonne en termes de santé publique, quels sont, selon vous, les relais locaux qui seraient les plus pertinents pour effectuer ce travail d'information et de communication? Alors, on pense évidemment hein, au rôle des médecins traitants qui sont en première ligne, à la fois pour informer, communiquer sur les vaccins, pour les administrer. Voilà, mais est-ce qu'il ne faudrait pas aussi mobiliser d'autres acteurs locaux pour ce travail de communication et selon vous, quels pourraient être ces acteurs? Cyril Drouot ou Laurent Ravez ou Julian Rosenberg. Alors, nous, on a fait une enquête, donc toujours une enquête, hein, c'est une enquête sur 2000 étudiants. Non, qu'est-ce que je dis 2000 C'était une cohorte de 20 000 étudiants, on en a interrogé 8 000. Donc, c'est sur une population âgée de 18 à 24 ans par rapport à la cible de HPV sur des rappels. Et donc, on a fait après une analyse par intelligence artificielle de l'ensemble des questions qu'on a posées pour voir quelles étaient les réponses les plus pertinentes qui ressortaient. Bon, là, c'est pour faire matériel et méthode en 30 secondes très mal dites. Mais ce qui est ressorti, c'est qu'aujourd'hui, l'acteur principal qui induit de la confiance dans le discours en général, sur les vaccins en général, ce qu'on a fait, qu'est-ce que perception du vaccin HPV, perception du vaccin en général. Donc, si on s'en tient aux étudiants par rapport au vaccin en général, le discours qui marche le mieux, c'est celui du journaliste spécialiste. Alors, comment on a fait pour savoir ça? On a proposé sous forme de vignettes les discours types, le discours de l'acteur médiatique, le discours du médecin dans l'intimité du cabinet, le discours du journaliste spécialiste, le discours du politique. Et il se trouve que le discours qui fonctionne le mieux sur l'ensemble de ces modalités, esthétique, rhétorique, sémantique, etc., c'est celui du médecin, du journaliste spécialiste. Donc, en fait, là, ce qui est intéressant, c'est quel est son modèle? C'est celui de la vulgarisation. Et en fait, on se rend compte que du coup, c'est quelqu'un qui est confiant en la science parce qu'il est médecin, il a cette double casquette. Quand il s'exprime dans les médias avec un discours qui ne simplifie pas, mais qui est logique, rationnel, mais qui induit quand même une ambiance, mais qui n'est pas celle des antivax qui est anxiogène, mais celle qui est positive des confiants. Donc en fait, c'est une articulation d'ingrédients qui est celle d'un climat confiant en la science, celle d'un propos logique et celle d'une esthétique qui est rassurante, qui semble induire de la confiance envers ces populations-là de personnes à vacciner. Après, on sait que là, l'État, en tout cas, choisit la cible de communication, choisit comme médiateur de santé le médecin généraliste, puisque aujourd'hui, c'est l'acteur numéro 1 pour sensibiliser à se faire vacciner contre la Covid-19. Alain Fischer aussi, lors de son dernier compte-rendu par rapport à la concertation citoyenne sur la vaccination, avait recommandé de remobiliser des acteurs de la santé pour faire de la sensibilisation dans les écoles à la vaccination, pour augmenter dès le plus jeune âge le niveau de confiance et de littératie par rapport à cette problématique-là. Voilà. Oui, je peux peut-être rebondir là-dessus en me demandant si ceux qui ne seraient pas le mieux placés finalement pour réconcilier les citoyens avec la science
c'est pas les profs de sciences, les profs du lycée, hein, qui pourraient vraiment jouer un rôle là fantastique en, en expliquant c'est quoi un vaccin, c'est quoi un ARN messager, c'est quoi, quel est le rapport entre ça et ce qu'on vit actuellement. Et là, il y a vraiment du boulot, hein. Par ailleurs, un médecin n'est pas nécessairement un ami de la science, hein. On l'a vu, on l'a vu. Il y a des médecins très médiatisés dans le sud, notamment chez vous, qui ne sont pas des amis de la science, qui précisément tiennent des discours qui sont anti-scientifiques. Et donc, j'ai l'impression que les médecins, oui, évidemment, c'est évident que ce sont des relais exceptionnels, mais peut-être pas, oui, et les profs de sciences, tous les profs de sciences non plus ne sont peut-être pas des amis de la science, mais c'est leur boulot aussi, hein. Ici, ça devrait être leur boulot, et donc, moi, j'ai l'impression qu'on pourrait se tourner vers eux. Et voilà, j'ai jamais entendu cette idée-là encore émise, mais peut-être qu'elle pourrait être explorée. Oui, Juliane, pardon, excusez-moi, je vous ai coupé. Oui, non, je voulais rebondir là-dessus, mais je veux juste rappeler que la population qu'on cherche à convaincre en premier, qui est déjà en partie convaincue, mais reste les adultes et encore plus les personnes âgées. Par contre, je trouve ça super intéressant. Pour moi, un prof de sciences est un vulgarisateur par définition. Donc, donner à des profs de sciences qui ont l'habitude de faire ce type de travail plus de place, ce serait totalement à leur honneur. Ouais, mais quand l'ado va rentrer à la maison, il va parler de ce qu'il a entendu à l'école. Et il va parler de ça à ses parents et à ses grands-parents. Et je crois fort en ce genre de véhicule. Mais bon, vous avez raison, hein. La cible, c'est les adultes. Je pense que je suis d'accord aussi qu'ils vont en parler en rentrant à la maison. Après, je pense qu'on est dans un moment moment mondial dans lequel les enfants voient moins leurs grands-parents et moins leurs parents, surtout les grands-parents, qu'en temps normal. Je trouve que l'utilisation des médecins, surtout les généralistes, est un outil fondamental pour la simple raison que, au fur et à mesure du temps, plus on vieillit, plus on va voir de médecins. Les jeunes voient très peu de médecins, les adultes voient beaucoup de médecins et les gens âgés voient énormément de médecins. Donc c'est pour ça que pour moi la cible du personnel de santé, par contre, là où je voulais revenir, c'est par contre, le médecin est important, mais c'est le personnel de santé qui voit le moins les patients. Vraiment, la personne qui est au contact des patients, aujourd'hui, sont les infirmiers, sont les aides-soignants, sont les porteurs de repas, sont les aides à domicile, qui sont des personnels de santé au même titre que les médecins. Ils ont juste une expertise scientifique un peu moindre. Et pour moi, c'est vraiment ce domaine-là dans lequel il faut énormément travailler. Il y a eu des enquêtes qui ont été faites dans le personnel de santé et on voit que les médecins, les pharmaciens, les dentistes, les sages-femmes sont très en faveur de l'adhésion vaccinale, alors que toutes ces professions qu'on peut appeler pas intermédiaires, mais un peu moins éduquées, qui sont, par définition, qui sont moins éduquées, sont les plus réticents et très souvent ont des chiffres, voire en dessous de la population générale. Et je trouve que c'est vraiment un milieu dans lequel il y a un énorme enjeu, ne serait-ce que par la relation de confiance qu'ont ces gens-là avec les gens soignés. Et Juliane, je suis tout à fait encore d'accord avec tout ça parce que un des principaux problèmes de ces acteurs à qui on peut avoir confiance, qui vulgarisent, que ce soit le professeur de biologie, de sciences ou le médecin, d'ailleurs c'était la conclusion du rapport que j'avais fait à l'OPEX, c'est dès qu'ils n'ont pas audience, ils sont très peu visibles et ils ne sont pas médiatisés. Donc un des enjeux, si on veut mieux communiquer, ça ne veut pas dire réussir à bien communiquer, mais si on veut mieux communiquer, c'est déjà de faire une place nouvelle dans les dispositifs traditionnels médiatiques, c'est-à-dire télé, radio, presse, mais surtout en ligne, sur les réseaux sociaux. Comment est-ce qu'on arrive à faire du community management public par rapport à des groupes qui médiatisent des idées, voilà, en employant un type de communication qui est celui-là, avec des acteurs qui ont ce profil-là. Voilà, l'accès aux médias à ce profil-là qui donne confiance. C'est un des principaux problèmes.
Alors, je vous propose, merci beaucoup hein, pour toutes vos réactions. L'heure tourne, je vous propose peut-être qu'on essaie d'aborder encore une ou deux questions rapidement. Alors, une question qui me semble importante, on sait que les motivations des personnes face à la vaccination reposent beaucoup plus souvent sur l'argument de la protection des proches et de la famille, beaucoup plus que sur un altruisme élargi à la société, hein, l'idée qu'on se fait vacciner pour le bien commun. Et donc, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il faut tenir compte de ça et disons, calibrer les stratégies de communication, notamment en fonction de ça, hein, de ce principe de protection de sa propre famille, ou alors, est-ce qu'il faut essayer quand même de faire appel à la confiance citoyenne, hein, de solliciter la notion de collectif de bien commun au risque peut-être d'être un peu moins efficace. Je voulais juste pour appuyer ce que vient de dire Caroline, c'est que parmi les questions qu'on pose, on pose également la question suivante qui est recommanderiez-vous à vos amis ou à votre famille considérés comme vulnérables en raison de leur âge ou d'un problème de santé de se faire vacciner? Et systématiquement, on a eu au moins 10% de différence dans le sens de l'adhésion à la vaccination. C'est-à-dire que très souvent, les gens, quand il s'agit de protéger leur famille ou leurs proches, sont beaucoup plus à même de le faire. Donc, je trouve que la question est extrêmement pertinente. Oui, il y a peut-être une prise de conscience là qu'on doit avoir. C'est que la Covid-19 a révélé qu'on était à la fois victime et vecteur d'une maladie contagieuse. C'est-à-dire qu'on est victime, c'est sûr, donc on doit être respecté, pris en charge. Il faut que la société ait de la compassion à notre égard, mais on est aussi des vecteurs. Et donc, en tant que vecteur, la société est autorisée à nous écarter, à prendre des mesures pour qu'on ne contamine pas les autres, etc. Et donc, c'est au-delà du cocon familial, il faut convaincre la société contemporaine qu'on a basculé dans un autre monde et que ce nouveau monde, on ne pourra vraiment l'affronter que si on dépasse la bulle familiale et si on envisage une responsabilité réellement sociale. Et ce concept-là, qui est presque un slogan, victime et vecteur, je pense qu'il faut absolument pouvoir en parler. Alors, pour dire un mot là-dessus aussi, et je suis d'accord, hein, mais j'ai l'impression, et la question est ouverte, qu'il y a d'énormes résistances pour prendre conscience des deux aspects de cette pièce-là. C'est qu'autant victime, c'est assez facile de se mettre à cette place-là, autant vecteur, beaucoup de gens n'ont pas forcément envie, ne veulent pas, ne peuvent pas, et toutes les excuses possibles. Et alors, je voudrais peut-être juste attirer l'attention sur un phénomène encore qui participe de ce problème de plus qui fait qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à endiguer l'épidémie, on n'arrive pas à maintenir les gens chez eux, on n'arrive pas à faire comprendre qu'il faut vraiment être prudent. C'est ce que Luc Boltanski appelait la souffrance à distance. C'est-à-dire que même si les acteurs de santé, eux, perçoivent de manière très concrète les incidences de la Covid-19 parce qu'ils sont dans les hôpitaux, ils voient les malades, ils sont en contact de ces gens-là, c'est pas le cas de ceux qui n'ont pas accès à ce réel-là et qui n'ont accès qu'au réel médiatique qui donne à voir cette crise sanitaire aussi bien que le reste, donc la crise n'importe quoi au Bangladesh, en Inde, avec les mêmes dispositifs, la même forme, la même puissance et de la même manière. Autrement dit, la fiction du réel qui est mise en scène par les industries médiatiques n'aide en rien à mieux percevoir la proximité du danger de la Covid-19 quand on n'est pas directement concerné, alors même qu'on sait que la létalité est très faible sur la Covid-19, même si elle concerne un grand nombre de personnes. Donc, la conscientisation par le réel, et c'est tout le problème de la vaccination, du danger et de la proximité du danger est extrêmement complexe parce qu'elle est rendue fictionnelle pour la plupart des gens et on développe un imaginaire qui est celui de la fiction et on regarde BFM sur la Covid comme on va regarder les Peaky Blinders juste après. Et du coup, on sort de chez soi et on va aller voir son pote parce qu'on va dire mais mon pote il n'a pas le Covid, moi j'ai pas le Covid, de toute façon je vois pas ma mère avant 3 jours. Voilà où on en est de manière très pragmatique. Et là, pareil, s'il y a des solutions, parce qu'il y en a toujours, elles sont loin, loin, loin d'être faciles en termes d'éthique, d'accès à l'information, de liberté d'expression, etc., etc., etc.
Merci beaucoup à tous les trois pour ces échanges très riches. Sébastien, je ne sais pas s'il restait des questions dans le chat avant de passer à la session suivante. Une dernière question sur le chat, peut-être. Je ne sais pas si c'est possible de faire une réponse courte. Une question de Sidi Mohamed Gadi. Le vaccin ne permet pas d'éviter le virus, mais empêche ses effets complexes et il n'empêche pas de véhiculer le virus. Comment faire comprendre l'intérêt individuel et collectif du vaccin? Je pense que justement, par rapport à ça, il y a un enjeu énorme qui est de comprendre exactement ce que prouve et ce qui empêche de prouver un article scientifique. Quand on regarde l'article scientifique, il peut prouver, dans une certaine façon, en fait, il montre une différence significative entre les vaccinés et les non vaccinés d'avoir des effets complexes du virus, comme dit très bien Sidi. Par contre, il ne réussit pas à prouver le fait de véhiculer le virus. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas cet effet-là. Ça veut juste dire que cet article-là n'a pas réussi à le prouver. Justement, c'est un enjeu aussi de vulgarisation, parce que pour quelqu'un qui a l'habitude de lire ce type d'article, le fait de ne pas réussir à prouver quelque chose ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Donc, on peut très bien imaginer d'ici 2 mois, 3 mois, 5 mois, 6 mois, un an, 2 ans, qu'il y aura des nouveaux articles qui vont réussir à le prouver. Ça ne veut pas dire que l'article de décembre était faux. Ça voulait juste dire qu'il n'avait pas la capacité, la puissance pour pouvoir le démontrer. Et c'est pour ça que, par exemple, les données qui vont sortir d'Israël seront très intéressantes, parce que ça fait partie des premières populations à être globalement vaccinées. Donc c'est là qu'on pourra commencer à voir les effets sur la société d'un vaccin. C'est très difficile d'avoir une communauté fermée suffisamment grande pour pouvoir vacciner une proportion de cette communauté et voir si dans le reste de la communauté, il y a une circulation amoindrie ou pas. C'est des types d'études qui ne peuvent pas être faites dans un laboratoire, dans le sens pharmaceutique dans le sens social. Donc c'est aussi un travail de vulgarisation, de faire comprendre que quelque chose qui n'a pas été prouvé ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Ouais, Descartes ne croyait pas Copernic à l'époque. et pour autant, les deux ont eu rétrospectivement raison. Mais en tout cas, pour alimenter un tout petit peu ce que tu disais, et j'arrête, non seulement le laboratoire social n'est pas le laboratoire de Bruno Latour en 4 murs, mais il y a d'autres questionnements. C'est que si un vaccin fonctionne à l'échelle d'un pays, ce n'est pas dit qu'il fonctionne à l'échelle d'un autre pays, pour la simple et bonne raison que ce n'est pas les mêmes populations, mais surtout, aujourd'hui, nous n'avons pas les mêmes vaccins, et qu'à un moment donné, l'idée d'un passeport de vaccination, qui va devenir l'objet biopolitique par excellence, de savoir quels sont les pays à qui on va reconnaître la validité de la protection du vaccin et quels sont les pays à qui on ne va pas reconnaître la validité de la protection du vaccin, dixit la Russie et l'Europe. Alors peut-être en conclusion de cette table ronde, Tania Louis nous dit « C'est fou comme on évoque le travail de vulgarisation depuis tout à l'heure sans jamais évoquer les professionnels de la culture scientifique. On va continuer à bosser dans notre coin de façon manifestement invisible. » Alors, nous, en tant qu'Espace Éthique, on s'engage à prendre contact avec vous et à vous faire intervenir, à vous intégrer dans nos groupes de travail, etc. On est très intéressés par cette démarche, évidemment. Et puis après, il y a la question de l'insertion de ces professionnels de la culture scientifique dans les institutions. Et là, cette question, pour le coup, elle reste en suspens, effectivement. Mais c'est l'un des enjeux effectivement, dont on discute aujourd'hui, entre autres. En fait, Tania Louis, la CST occupe un rôle fondamental parce que si demain la CST pouvait se mobiliser sur les réseaux sociaux pour communiquer entre acteurs associatifs pro-vax, anti-vax, et là je mets des grandes caricatures en mode on explique la vaccination au lieu de la déconstruire, ça mettrait sur un pied d'égalité le dialogue qui ne serait plus institution vs associatif, c'est-à-dire associatif contre VS institution pour, mais associatif de la culture scientifique pour, mais attention, là je dresse des gros traits, mais pour, en tout cas ce serait une porte pour entamer un dialogue entre acteurs de statut symétrique.
Voilà, je ne sais pas si j'ai été clair, mais c'est une porte d'entrée et il y a toute la place. Je pense que c'est une réflexion extrêmement pertinente et ouais, ça mérite en tout cas d'être creusé. Donc merci beaucoup pour ça, parce que oui, voilà, les vulgarisateurs associatifs, ce sont les acteurs de la CST en tout cas. Effectivement, cette question, hein, on compte bien la creuser à l'espace éthique, continuer dans cette direction-là. On a vu que cette question, enfin cette épidémie reposait de manière un peu différente cette question qu'on se posait déjà autour de la bioéthique, autour des états généraux de la bioéthique. Et on voit à quel point la transmission de cette culture scientifique est fondamentale, hein, dans le débat public. Donc, effectivement, on va continuer à travailler sur cette question et à intégrer de la manière la plus large possible les différents acteurs de ce monde-là et voilà, pour aller dans cette direction. Ben, je vous remercie beaucoup. Je remercie beaucoup nos trois intervenants et puis l'animatrice Anne-Caroline Claus-Verdreau pour cette table ronde passionnante. Et puis, nous allons à présent parler d'un sujet très complémentaire avec Vincent Israël Jost, qui est épistémologue, qui travaille dans l'équipe de l'espace éthique en philosophie des sciences, et qui va nous parler de la place de la réflexion épistémologique dans la communication sur les recherches en temps de crise. Donc voilà, pour ceux, enfin, je vais laisser Vincent faire son intervention. Et puis pour ceux qui s'interrogent, qu'est-ce que ça peut bien être que cette chose, l'épistémologie? En deux mots, c'est la réflexion sur les sciences, la réflexion philosophique sur les sciences, sur ces méthodes, sur les rapports entre sciences, société, voilà, sur des questions, sur ces questions-là. Mais peut-être, évidemment, Vincent va pouvoir en dire plus que moi. Et Vincent, je te laisse la parole.